Oui, bonjour tout le monde. Alors, on poursuit avec des problèmes de dihybridisme à dominance complète. C'est l'exemple 3. Dihybridisme, ça veut dire qu'on va s'intéresser à deux caractères. À dominance complète, je te rappelle, c'est tout simplement que, disons, si on a l'allèle grand A, il va dominer complètement là, sur l'allèle petit a dans le phénotype. Donc, pour avoir un phénotype récessif avec notre allèle petit a, il faudrait absolument avoir un génotype petit a pour l'observer. Chez l'hétérozygote, l'allèle petit a est masqué par la présence de l'allèle dominant. Donc, en fait, l'exemple 3, c'est de faire la démonstration, le calcul du croisement dihybride de Mendel avec ses pois jaunes, verts, ronds, ridés. Donc, c'est exactement son croisement qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Donc, on va le faire au long. Ça va être un peu long, mais ce qu'on veut aussi, c'est juste de faire la démonstration. Puis après ça, d'utiliser la règle des probabilités, nos deux règles des probabilités pour essayer de résoudre plus rapidement. Donc, on va quand même prendre le temps de le faire au long. Puis si vous me suivez, ben ça va vous aider peut-être à mieux comprendre qu'est-ce qu'on avait vu auparavant dans le vidéo 14.1, puis ensuite dans le vidéo 14.2. Donc, chez le poids, Mendel trouvait que la coloration jaune est dominante par rapport à la coloration verte. Et là, d'ailleurs, tu vois, on donne tout de suite le symbole des allèles. Donc, on va aller l'écrire. Hein. Je te rappelle, la première chose, c'est d'écrire nos allèles. Donc, couleur jaune, petit j, couleur verte. Et que l'aspect lisse est dominant par rapport à l'aspect ridé. Et là, on a notre système aussi. Donc, grand L, aspect lisse par rapport à petit L, aspect ridé. Remarquez en passant que la lettre qui est utilisée, là, J ici, puis L, est décidée, là, est définie dans le problème, mais il n'y a pas de règle absolue pour dire que le jaune et le vert doivent absolument utiliser là, la lettre J. C'est comme une variable en mathématiques. On utilise le X puis le Y, mais à la limite, ça serait interchangeable. Il n'y a pas de nature, raison biologique à ça. Donc, Mendel, c'était le croisement de lignées pures, hein, mais c'est exactement ça qu'on va faire. Donc, soit deux souches pures, homozygote pour les deux traits, grain jaune lisse et grain vert ridé. Les deux souches sont croisées, les individus de la F1 sont croisés entre eux. Quels seront les rapports phénotypiques en F2? Ben moi, je vais écrire tout de suite la bonne réponse. Ça va être 9, 3, 3, 1. Mais là, le but, c'est de faire la démonstration de ça. Puis après ça, on dit à la F2 quelles seront les proportions entre jaune et vert et entre lisse et ridé. OK, donc là, je te rappelle, la première étape, c'était d'écrire les allèles. La deuxième étape, c'est d'écrire tous les génotypes possibles. Donc, on va avoir les jaunes lisses vont être... Là, ici, dans le fond, l'idée, c'est de faire toutes les combinaisons. Donc, comment on peut avoir un jaune avec un grand J? Lisse, ben, ça peut être avec un grand L. Mais ça pourrait aussi être avec un grand J, grand L, petit l. Ça pourrait aussi être avec un grand J, grand L, ou encore avec un grand J, grand L, petit l. Il y a 4 génotypes ici qui vont donner l'aspect jaune lisse. Après ça, on aurait l'aspect jaune ridé. Donc, on va avoir grand J, mais ici petit l, ou grand J, petit l. On aurait le vert euh, lisse, disons.
Donc, vert, ça va être obligatoirement petit j. Puis le lisse, ben, ça peut être grand L, ou ça pourrait être aussi grand L, petit j, grand L, petit L. Puis finalement, on va avoir le vert ridé qui va être petit j, petit L, petit L. Donc, dans le... je pense que je vais prendre une efface pour faire un peu de ménage là-dedans. OK. Là, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on a dénombré tous les génotypes possibles? On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui. Moi, je le sais par expérience, mais on va aller le valider ici, là. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait dit que la diagonale, c'est tous des génotypes uniques. Donc, grand J, grand R, là, grand J, grand J, grand R, il se retrouve juste là. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont en double, hein, c'est miroir. Hein. 6, 7, 8, 9. Il y a 9 génotypes possibles dans un croisement d'hybride comme ça. Ça, j'avoue que c'est un endroit où est-ce qu'il y a un risque de se tromper. Fait que on va le revoir, on va le pratiquer à l'intérieur de différents problèmes. Là, mais il y a un petit exercice intellectuel à faire de dire ben je fais toutes les combinaisons possibles. Donc jaune, ça peut être soit grand J ou grand J, petit j. Puis c'est là, en fait, vous allez voir là, dans notre prochain problème que les probabilités sont vraiment, vraiment utiles. Au moins pour valider ta réponse. Là. OK, donc ça c'est beau, ça c'est fait. Après ça, ben, c'est des croisements. Hein? Donc on va faire le croisement de la génération P. C'est égal à... Dans le problème, on le disait, là, soit 2 souches pures homozygotes pour les 2 traits. Donc, grain jaune lisse. Ben, si c'est des homozygotes, un jaune, il n'y a pas le choix d'être grand J. Et lisse, il va être grand L, qu'on croise avec un grain vert ridé. Donc, s'il est homozygote, il n'y a pas le choix d'être petit j, petit L, petit L. Puis là, ben, dans le fond, on se pose la question, quelles sont les gamètes que cet individu-là va faire? Ben, il va faire juste un type de gamète, puis c'est grand J, grand L. Puis lui, il va faire juste un type de gamète, puis c'est petit j, petit L. Et ça devient en fait notre croisement de génération parentale. On n'aurait même pas besoin de faire un échiquier de punettes, là. Dans le fond, grand J, grand L qui rencontre petit j, petit L. Ça va nous donner 100% grand J, grand L, petit L. Donc, on pourrait le dire ici, là, le rapport génotypique va être grand J, grand L, petit L est égal à 1 sur 1. 100%. Et puis là, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le croisement F1. Donc ça veut dire qu'on va croiser un grand J, grand L, petit L avec un grand J, grand L, petit L. On les croise entre eux, là. Donc ça ici, quelles vont être les gamètes que ces individus-là peuvent faire? Ben, ici, le grand J peut s'en aller avec le grand L ou le grand J peut s'en aller avec un petit L. Rappelons-nous là, cette figure-là ici. Là. La figure 15.2. Donc, on est en génération F1.
ce qu'on disait, c'est que la deuxième loi de l'assortiment indépendant, là, fait en sorte que on va fabriquer 4 types de gamètes. Celui-là, celui-là, celui-là ou celui-là. Donc, c'est ces 4 gamètes-là, là. Grand J, grand R, petit j, petit r, grand J, petit r, petit j, grand R, qu'on cherche à définir ici. Donc, on va avoir grand J, grand R. On peut avoir aussi grand J, petit r. On peut avoir petit j, grand R. Ou encore petit j, petit r. Puis, en fait, on va avoir exactement la même chose de ce côté-là. Donc, on pourrait faire l'échiquier de punette. Puis, on aurait le droit de le faire, là. Mais là, étant donné que je vous l'ai montré à dans plusieurs occasions, comme ici, puis tu sais qu'on est allé prendre cet exemple-là, je pense qu'on le sait qu'on va avoir, en fait, on va avoir le rapport 9331, puis on va avoir ça ici, là. On pourrait le faire, là, l'écrire, là, puis ça prendra un peu de temps, puis pour les biens du vidéo ici présent, je vais nous épargner de faire ça. Mais faites-le, ce serait ça l'exercice qu'il faudrait faire si on n'utilisait pas les règles des probabilités. C'est la prochaine étape que je vais vous montrer après. Donc, imaginons qu'on a fait notre échiquier là, qui est là, puis que là, on a dénombré nos rapports génotypiques, phénotypiques. On arriverait à phénotypique. On aurait 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, puis 1 sur 16 pour, dans le fond, jaune lisse, jaune ridé, vert lisse et vert ridé. Là, j'ai pris l'expression des gamètes, des allèles plutôt pour le représenter, là. Mais je te rappelle, c'est ça le concept ici, là. On va avoir 9 sur 16 qui sont jaune lisse, 3 sur 16 qui sont vert lisse, 3 sur 16 qui sont jaune ridé, puis 1 sur 16 qui est vert ridé. Donc, si on revient à la question, quels seront les rapports phénotypiques à la F2? Ben là, on aurait écrit 9, 3, 3, 1, puis on l'aurait écrit au long là, en disant 9 sur 16 jaune lisse, 3 sur 16 jaune ridé, 3 sur 16 vert lisse, puis 1 sur 16 vert ridé. À la F2, quelles seront les proportions entre les jaunes et les verts et entre les lisses et les ridés? Ben là encore là, on écrirait, on peut bien le faire, là. On écrirait réponse. Il y aura 9 sur 16 plus 3 sur 16 égale 12 sur 16 jaune et 4 sur 16 vert. Là, remarque que le 4 sur 16, je l'ai juste soustrait là, du fait que si tu as 12 sur 16 qui sont jaunes, ben tu en as 4 sur 16 qui sont verts. Puis on pourrait dire aussi il y aura 9 sur 16 plus 3 sur 16 égale 12 sur 16 lisses et 4 sur 16 ridés. Puis j'ai fait la même opération mathématique. Mais là, ici, tu sais, je le fais rapidement. Là, c'est juste que, dans le fond, je te demande à partir de ces rapports phénotypiques-là, de déduire que les jaunes sont où? Ben ça, c'est un jaune. Ça, c'est un jaune. Puis, dans le fond, j'aurais dû le faire avec les vraies couleurs. Là. Tiens, je vais le faire avec du jaune. 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 Puis ça, c'est du vert. Vert. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit, ben, tu vas avoir 9 sur 16 plus 3 sur 16, ça va être des jaunes.
Donc 12 sur 16 vont être des jaunes. Puis tu vas avoir 3 sur 16 plus 1 sur 16, donc 4 sur 16 qui vont être des verts. C'est ça. Fait que, puis pour les lisses, ben c'est un peu la même affaire, mais là, dans le fond, lisse pyridée, on pourrait dire qu'on aurait ça c'est lisse, puis ça c'est lisse. Fait que là, j'ai dit donc ça ferait 3 plus 9, ça fait donc 12 sur 16 qui sont lisses. Puis les ridés sont là, donc il en reste 4 sur 16 qui seraient ridés. Puis là, j'aurais répondu au problème. Ça ressemble pas mal à ça. Puis ça ressemble pas mal au croisement de Mendel. OK, maintenant, on va faire un autre exercice. On va faire avec les probabilités, puis tu vas voir que c'est pas mal plus simple. Donc, je vais juste peut-être essayer de dupliquer ça. OK, donc, en fait, le concept de l'utilisation des probabilités, c'est que on va séparer comme si c'était deux croisements différents. Donc, on va s'intéresser à la couleur, puis à l'aspect lisse ou ridé séparément. Donc ça, c'était ce qu'on avait écrit tout à l'heure. Je vais juste effacer ce qu'on avait comme ici. Puis on va le faire avec les probabilités. Donc, le croisement de la génération parentale, c'est comme deux croisements finalement. Ça serait un croisement de J avec petit j, et un croisement de grand L, avec petit l. Donc deux croisements différents. Puis, et en probabilité, ce qu'on sait, c'est que ça va falloir multiplier les probabilités. OK, donc le concept des probabilités, en fait, c'est que on va considérer comme si c'était deux croisements différents, le croisement hybride. Puis, dans le fond, ce que je vais faire, je vais tout effacer. C'est ici. Puis même la liste des différents génotypes, on va aller la réécrire par après. Donc, regarde même que ça ici, là, on va l'amener ici. Ça va être deux croisements différents. Puis, on n'aura pas besoin de faire d'échiquier vraiment. On va le faire, tu vas voir, on va passer par une façon un petit peu plus simple. Donc, je te rappelle, la lignée pure au début, c'est grand J, grand L, par petit j, petit l. Donc, ça ici, ça va devenir d'un côté grand J, par petit j. Puis de l'autre côté, ça va devenir grand L, par petit l. Dans le fond, c'est comme si on dit ça ici, c'est ça. Puis ça, là, c'est ça. Puis après ça, le grand L, il est là. Puis on va avoir une autre couleur. Mettons, ce serait ça. Ça ici, ça s'en vient là. Mais l'idée, c'est que dans le fond, je ramène mes J ensemble. Puis mes L ensemble. On va le traiter comme deux croisements. Donc ça ici, ce croisement-là, c'est assez simple. Hein? Lui ici, il va donner un seul type de gamète. Donc si on faisait un échiquier, là, ça donnerait grand J par petit j. Tous les individus en F1 vont être hétérozygotes pour ce croisement-là. De l'autre côté, ce qui est bien, c'est que c'est exactement la même chose. Donc on peut le faire assez rapidement. Comme ça, puis comme ça. Donc ici, les rapports, les rapports génotypiques vont être grand J, petit j égale 1 sur 1.
puis grand L, petit l, va être égal à 1 sur 1. Et là, c'est maintenant le moment de recombiner, en fait. C'est-à-dire que là, on va avoir... C'est la probabilité que... en fait, que ça et ça... Donc, c'est la probabilité. Donc, quelle est la probabilité que grand J, petit j et grand L, petit l surviennent? Ben, c'est égal à la probabilité 1 sur 1 fois la probabilité d'1 sur 1 qui est égale à 1 ou 1 sur 1. Donc, 100% des rapports génotypiques vont donc être grand J, grand L, petit l. À date, peut-être que ça nous éclaire pas tellement. Tu vas voir, c'est en F2 que ça va devenir très utile de faire ça. Donc, on va faire le croisement de la F1 pour nous donner la F2. On va donc avoir grand J, petit j qui se croise avec grand J, petit j d'un côté. Puis de l'autre, on va avoir le croisement des hétérozygotes, grand L, petit l avec grand L, petit l. Donc ici, quels sont les gamètes qui vont être produits? On va avoir les gamètes grand J, petit j, qui vont rencontrer les gamètes grand J, petit j. Donc, c'est un échiquier de Punnett un peu plus facile à faire ici. Puis remarquez qu'on aurait pu le faire directement par les probabilités aussi. On l'avait fait là, auparavant quand on avait fait nos exercices de probabilité. On était allé faire la démonstration ici. Quelle est la probabilité qu'on retrouve un homozygote dominant? C'était 1/4. La probabilité qu'on retrouve un homozygote récessif, c'était 1/4. Puis la probabilité qu'on retrouve un hétérozygote, c'était 2/4 ou encore 1/2. Donc, c'est exactement ce qu'on obtient ici, là. Autrement dit, la probabilité ou la fréquence de mettons qu'on fait les rapports génotypiques. Grand J va être égal à 1/4. Grand J, petit j va être égal à 2/4. Puis petit j va être égal à 1/4. La beauté, c'est que quand on regarde ce système-là ici à droite, ben, c'est exactement la même chose que ça ici. Donc, on pourrait le faire, si vous voulez, l'échiquier avec grand L, petit l, grand L, petit l, grand L, grand L, grand L, petit l, grand L, petit l, petit l, petit l. Mais les rapports phénotypiques, on aurait pu aussi les déduire très rapidement en disant que ça va être 1/4. Ça va être 2/4. Je vais l'écrire 1/2, mais 2/4, mettons. Puis petit l égale 1/4. Mais ça, c'est si on avait fait deux croisements différents. Là, je te rappelle que c'est un croisement dit hybride. Donc, en fait, ce qu'on veut faire, c'est la probabilité, c'est les combinaisons. Que ça soit associé avec ça. Que ça soit associé avec ça. Que ça soit associé avec ça. Après ça, la probabilité que ça soit associé avec ça. Ça. Puis finalement, la probabilité que ça soit associé avec ça. Ça, puis ça. Donc, voici ce que ça va donner. On va avoir la fréquence de J, grand L va être égale à 1/4 fois 1/4. Parce que dans le fond, c'est la probabilité de ça et ça. Puis ça, je te rappelle qu'avec nos règles, quand on dit que c'était et, ben on multiplie les probabilités. Ce serait comme de dire avoir un pile et une face dans un deuxième lancer. C'est comme si c'est deux événements indépendants. Ben, 1/4 fois 1/4, c'est égal à 1/16e. Après ça, grand J, grand L, petit l. Là, je suis en train de faire ce croisement-là ici. Ici comme ça.
ben c'est égal à 1 quart fois 2 quarts. Regarde, là, je prends la valeur qui est là, puis la valeur qui est là. On multiplie la probabilité de chacun des croisements. Puis ça, c'est égal à 2 16e. Après ça, on va avoir grand J, petit l. Puis ça, c'est égal à 1 quart fois 1 quart. Là, tu vois ce que j'ai fait? J'ai pris ça ici, grand J, petit l. À date, ce que j'ai fait, là, j'ai multiplié mes 3. Puis ça donne un 16e. Ok, on y va avec grand J, petit j. Ah, puis là, ce qui est dommage, c'est que je vais manquer de place sur ma feuille. C'est quoi? Je vais tricher là un peu, puis je vais juste détruire. Je vais juste détruire ça. Comme ça. Ok. Donc là, l'idée, c'est grand J, grand L. Ben ça, c'est égal à 2 quarts. Et là, je suis en train de partir lui, là. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en aller là, puis là. Donc, fois 1 quart égale 2 16. Grand J, grand L est égal à 2 quarts fois 2 quarts égale à 4 16e. Grand J, petit l est égal à 2 quarts fois 1 quart est égal à 2 16e. Et finalement, ben, petit j, grand L est égal à 1 quart fois 1 quart est égal à 1 16e. Petit j, grand L est égal à 1 quart fois 2 quarts est égal à 2 16e. Puis, petit j, l est égal à 1 quart fois 1 quart est égal à 1 16e. Bon, là, peut-être que tu trouves ça laborieux, mais dans le fond, ce qu'on vient de faire ici, c'est par un raisonnement mathématique quand même relativement simple, là, de faire la combinaison ici, après ça, la combinaison là, puis finalement, la combinaison là. On vient de remplacer une espèce de méga échiquier de punettes là, avec 4 choses ici, 16 cases, puis beaucoup de redondance, parce que ce qu'on a vu, c'est qu'il y a la moitié du tableau qui est en redondance, finalement. Tandis que là, ben, par un raisonnement mathématique, on arrive à faire nos fréquences génotypiques. Donc ça, c'est les rapports génotypiques. Maintenant, si on voulait trouver les rapports phénotypiques, voici ce qu'on aurait besoin de faire. Où sont les jaunes? Ben, on a les jaunes ici, jaune là, jaune là, jaune là, jaune ici, jaune là. Le reste, c'est des verts. Donc, à la question, si on revient là, à la question, quelles seront les proportions entre jaune et vert? Ben, dans le fond, on est capable de le dénombrer ici, là. On va avoir 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 4 plus 2. Ça donne 4, 6, 10, 12. 12 sur 16 vont être jaunes. Puis, ben, ici, j'aurais même pas besoin de le compter, là. 1 plus 2 plus 1, ça donne 4. 4 sur 16 vont être verts. Donc, je dis que j'aurais pas besoin de le compter parce que je sais que si j'ai 12 16e qui sont jaunes, ben j'ai nécessairement 4 16e qui vont être verts. Puis d'ailleurs, si on retourne voir dans la figure, puis qu'on fait un petit peu de ménage là-dedans, on voit assez rapidement dans le tableau qu'il y a 4 sur 16 qui sont verts, donc 12 sur 16 qui sont jaunes. Ok, après ça, si on s'intéressait, donc tu vois, on aurait pu dénombrer assez facilement là, les rapports phénotypiques. Donc ça, mettons ici, ça c'est jaune lisse, jaune lisse, jaune lisse.
Non, excuse-moi, c'est pas vrai, le dernier était jaune ridé. Jaune lisse, il est là. Jaune lisse, il est là. Puis il n'y en a pas d'autres jaune lisse. Donc, on aurait pu faire la somme. On devrait arriver à 9 ici. Parce que c'est notre rapport 9, 3, 3, 1. Donc, 1, 16e, plus 2, 3, plus 2, 5, plus 4, 9. Effectivement, on retrouve nos rapports phénotypiques. Donc, 9 sur 16 sont jaunes lisses. Après ça, si on s'intéresse au vert, mettons, on va avoir... jaune ridé, tu vois, il y a lui, puis lui. Fait que donc, on devrait avoir 3. 3 sur 16 sont jaunes ridés, effectivement. 3 sur 16 sont jaunes ridés. Je prédis qu'on va avoir 3 sur 16 verts lisses. Allons voir. Les verts sont tous ici. Là. Les verts lisses, c'est ces deux-là. Donc, on va avoir 3 sur 16, effectivement. 3 sur 16 verts lisses. Puis finalement, ben, si on avait 9 plus 3 plus 3, ça fait 15. Il va nous rester 1 sur 16. Puis effectivement, dans le fond, c'est celui-là qui est le seul génotype vert ridé. C'est comme ça. Donc, on écrirait 1 sur 16 vert ridé. Donc, voici l'utilisation des probabilités pour répondre aux problèmes. Puis, remarquez qu'un des avantages de cette méthode-là, c'est aussi que on a vraiment fait on a fait les différentes combinaisons de génotypes. C'est comme ça, tchac, 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 tchac. Quand j'ai le fait tout en même temps, ça a l'air d'un paquet de fouillis, mais quand on le fait vraiment un à la fois, comme ça, on obtient nos 9 combinaisons pour un croisement dihybride d'une F1 là, qui est doublement hétérozygote. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on avait fait notre problème à l'ancienne avec l'échiquier de Punnett, ben, on avait cherché au départ à lister là, tous nos génotypes possibles. Puis c'est un exercice qui est bon, mais pour lequel il y a un risque de se tromper. Donc, on en avait dénombré combien? On en avait dénombré 9. Si vous les comptez, là. On a 4 génotypes jaunes lisses, 2 jaunes ridés, 2 verts lisses, puis 1 vert ridé. Ben ça donne un total de 9 combinaisons. C'est exactement les mêmes combinaisons qu'on retrouve là, en faisant l'exercice ici de combiner nos génotypes de nos deux locus séparément. Puis on va le voir dans d'autres problèmes. Donc en fait, je pense que ce serait pertinent. On va aller en faire un autre problème. En fait, on va faire le problème numéro 2 ici. Donc, celui-là. Chez l'être humain, puis je vais le faire juste avec les probabilités. Chez l'être humain, la couleur brune des yeux, ça a l'air d'être dominant. Oui, c'est dominant. Sur la couleur bleue. Petit b. De la même façon, la couleur brune des cheveux, là, ici on va écrire avec L, va être dominante sur la couleur blonde. Petit l. Déterminer le rapport phénotypique attendu dans la progéniture d'un homme aux yeux bruns et aux cheveux bruns, hétérozygote pour ces deux caractères, marié avec une femme aux yeux bruns, hétérozygote pour ce caractère, mais dont les cheveux sont blonds. Ok, donc on va se prendre une feuille de papier. Première chose, puis on va créer les allèles. Donc en premier c'était couleur des yeux. Donc grand B, yeux bruns. Petit b, c'était yeux bleus. Ouais. Yeux bleus. Cheveux, grand L, cheveux bruns, petit L, cheveux blonds. C'était bien ça? Ouais.
Donc, là, on va pas faire tous nos génotypes, on va garder ça pour la fin. Déterminer le rapport phénotypique attendu dans la progéniture d'un homme aux yeux bruns. Donc là, lui est aux yeux bruns. Il peut être grand B ou encore grand B, petit b. Hein? Et aux cheveux bruns, hétérozygote pour ces deux caractères. Parfait, donc c'est beau, on vient de rayer ce génotype-là. Cheveux bruns, donc grand L, petit l. Il est hétérozygote, on va l'écrire ça. Donc croisement le père, il est grand B, grand L, petit L. Avec une femme aux yeux bruns, hétérozygote pour ce caractère, mais dont les cheveux sont blonds. Donc ça veut dire qu'elle est hétérozygote pour les yeux, mais les cheveux blonds, petit L, petit L. Donc on va faire nos deux croisements, grand B, petit b, fois grand B, petit b. Puis, à droite, on va faire grand L, petit l, fois petit l, petit l. Donc, je ne sais pas là, avec quelle rapidité, quel niveau de compréhension vous êtes rendu ici, mais si on fait un croisement entre deux hétérozygotes, là, on peut se faire un échiquier de punette si vous voulez, là. Mais moi, je vous le dis, là, ça va donner grand B, un quart, 2 quarts, 1 quart. Puis ici, grand L, petit l, on va le faire l'échiquier juste parce que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait ce croisement-là. Là. Mais on pourrait le faire juste ici comme ça. Ce serait la même chose que de faire nos deux cases. Hein. Je vais vous rappeler la redondance ici. Là. Grand L, petit l, petit l, petit l. Ce qu'on va avoir donc, c'est grand L, petit l à 1/2. Petit l à 1/2. Si on fait les rapports génotypiques en F1, disons que ça c'était le croisement parental en haut. On va donc avoir grand B, grand L, petit l est égal à 1 quart fois 1/2 est égal à 1 huitième. Grand B, petit l est égal à 1 quart fois 1/2 est égal à 1 huitième. Là, je suis en train de faire ça fois ça. Après ça, ça fois ça. Je vais m'en aller faire ça fois ça. Après ça, ça fois ça. Puis finalement, ça fois ça. Puis ça fois ça. On continue. Grand B, grand L. Petit l, c'est égal à 2 quarts fois 1/2. C'est égal à 2 huitièmes. Grand B, petit l est égal à 2 quarts fois 1/2 est égal à 2 huitièmes. Puis finalement, petit b, grand L. Petit l est égal à 1 quart fois 1/2 est égal à 1 huitième. Petit b, petit l est égal à 1 quart fois 1/2 est égal à 1 huitième. On va juste s'assurer qu'on a bien fait nos calculs. La somme de tout ça devrait nous donner 1 plus 1, 2, plus 2, 4, plus 2, 6, 7, 8. 8 sur 8. On a bien dénombré tous les génotypes. Ce serait l'ensemble des génotypes possibles ici. Et là, ben, dans le fond, si on dénombre les cheveux bruns, disons, lui, il a cheveux bruns. Puis nos blonds sont là. Après ça, on va avoir les... excusez-moi, je me suis trompé. Ça, c'était les yeux. Fait que c'était les yeux bruns. Puis ça, c'est les yeux bleus. Les cheveux, cette fois, ça se trouve à être les cheveux bruns.
brun, brun. Puis cheveux blonds, blond, blond. Donc, autrement dit, ici, là, on va avoir les phénotypes, si on fait les rapports phénotypiques, yeux bruns, cheveux bruns. Ça se trouve à être celui-là. Donc celui-là, celui-là. On a 1 sur 8 plus 2 sur 8. Ça nous donne 3 sur 8. On va avoir les yeux bruns, cheveux blonds. Ça se trouve à être ceux-là, ceux-là. Donc 1 sur 8, 2 sur 8, ça nous donne 3 sur 8. Puis, on continue. Donc, les yeux bleus avec les cheveux bruns. Ça se trouve à être... C'est quoi, ces yeux bleus, cheveux bruns? C'est juste eux. 1 sur 8. Puis, yeux bleus, cheveux blonds, c'est 1 sur 8. Fait qu'on aura un rapport ici, là, ce serait un rapport 3, 3, 1, 1. Pourquoi on a un rapport 3, 3, 1, 1 et non pas 9, 3, 3, 1? Ben, parce que au départ, notre croisement, c'était pas un croisement de double hétérozygote. Hein? Lui est hétérozygote. Grand B, petit b, grand L, petit l. Mais lui, il était hétérozygote juste pour le premier locus. Son deuxième, il était homozygote. Fait que ça ne nous donne pas le même rapport phénotypique au final. On n'obtient pas autant de génotypes différents. Là. Tout à l'heure, on avait 9 génotypes différents. Ben, ici, on a juste 6 génotypes différents avec ce croisement-là. Donc, voilà un peu l'explication. Maintenant, il faut tourner pour voir si on répond vraiment à la question. On disait déterminer le rapport phénotypique attendu dans la progéniture d'un homme aux yeux bruns marié avec une femme hétérozygote pour secrétaire, mais dont les cheveux sont blonds. Donc, ben c'est ça, on l'a écrit, là, on a pas mal répondu on pourrait répondre à la question, dire réponse, les rapports, ben, bon, ici c'est pas mal, je pense qu'on y a pas mal répondu dans cet élément de solution du problème. Donc voilà, je vais m'arrêter pour ici. Là, je ne vous cacherai pas qu'il y a certains autres problèmes. Tu sais, c'est de le pratiquer. Donc là, vous avez plusieurs problèmes de dihybridisme dans les exercices qui ont été distribués. Puis, fait que je vous laisse en faire quelques-uns. S'il y en a vraiment qui vous posent des difficultés, parce que des fois, c'est comme un peu une énigme où est-ce que on te donne un résultat, puis là, on te demande de trouver les parents, par exemple. Ça fait que ça serait procéder un peu à l'envers. Fait que tu dois être capable de jouer avec ces notions-là. Mais ça nous permet de vraiment revenir sur ça ici, puis dans le fond, d'aller lire en 14.2. On peut appliquer les règles de probabilité pour résoudre des problèmes de génétique complexes. Un croisement dihybride équivaut à 2 croisements monohybrides indépendants survenant simultanément. Fait que c'est pour ça que quand on les multiplie, quand on les réunit, là, nos génotypes, donc quand on dit lui avec lui, avec lui, lui avec lui, avec lui, mais c'est la probabilité que un arrive et que l'autre arrive, comme 2 tirés de monnaie, 2 tirages au sort.
Donc, c'est pour ça qu'on multiplie, puis c'est ça l'opération qui est effectuée ici, c'est la multiplication. Lorsqu'on calcule les probabilités de divers génotypes des descendants issus des croisements, on étudie d'abord chaque caractère séparément, puis on multiplie les probabilités individuelles l'un de l'autre. Donc là, vraiment, on peut dire que on a achevé là, le 14.2. Il nous reste quelques éléments à voir dans la génétique, mais vous avez pas mal l'essentiel ici là, pour faire vos problèmes. Donc, bon travail, puis on se revoit bientôt dans un prochain vidéo. Bye bye!